Guillaume Lacroix, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le président du Parti radical de gauche, un des plus anciens partis de notre pays, mais vous êtes aussi la tête de liste. Europe, territoire, écologie. Alors, ETE, été, ça nous va bien comme acronyme, c'est sympathique. Mais qu'est-ce qui se cache? Quel est le sens de votre liste? D'abord d'avoir rassemblé des forces politiques, 6 au total, qui sont toutes des forces politiques très claires politiquement, qui avaient dès le début dit qu'elles ne seraient pas dans la NUPES, et dès le début dit qu'une des raisons pour lesquelles elles ne seraient pas dans la NUPES, c'était le désaccord avec la France insoumise sur l'Europe. Alors j'en ai d'autres. Le Parti radical de gauche est en opposition totale avec la France insoumise sur les questions républicaines, laïques, universalistes. Mais on va y revenir. L'idée là était de réunir des femmes et des hommes pro-européens et qui avaient cette autre particularité de vouloir parler d'Europe au quotidien. Parce que ce sont avant tout des élus de terrain, des régionalistes, des femmes, des hommes qui sont présents avant et après les élections pour parler d'une Europe qui nous protège. Parce que on voit bien que les débats lunaires, stratosphériques, technocratiques auxquels on assiste depuis 2 mois et demi ne font que fabriquer du désintérêt et de l'abstention. Il y a une confiscation du débat par quelques listes majeures poussées par les sondages et le système qui s'enferme là-dedans. Et c'est-à-dire qu'il y a un système qui a décidé que la démocratie c'était les sondages. On finit par se demander d'ailleurs, c'est pas les sondages qui vont faire l'élection, enfin, ou en tout cas qui devront servir d'élection à l'avenir. Non mais c'est presque inquiétant. On a connu le temps où il y avait une égalité parfaite entre les listes. Alors je veux bien comprendre que c'était pas équitable. Il y a 38 listes aujourd'hui aussi. Je veux bien comprendre que ce ne soit pas équitable. Mais de là à passer d'une surexposition de 8 listes en permanente, 8, ce qui est quand même très peu, et à l'invisibilisation totale de toutes les autres, avec des ratios qui sont absolument lunaires. Plus de 17 000 impressions médiatiques pour les principaux candidats, 500 pour ma liste. 17 000 à 500. Le ratio n'est pas supportable, surtout comme vous l'avez rappelé, que nous sommes nous un parti présent au Parlement, avec des majorités majoritaires dans 2 départements, des élus régionaux, des centaines de maires. Enfin, finalement, on n'est pas sorti de nulle part. Mais là, les Français reçoivent en ce moment les professions de foi, les tracts. Ils voient bien les listes qui existent. Oui, alors ils les voient d'ailleurs que partiellement, parce que dans ces 38 listes, il y a aussi une grande part de listes qui n'ont ni affiche, ni profession de foi, ni bulletin. C'est d'ailleurs un vrai sujet, finalement. Nous faisons partie de ces listes qui, quand on va à une élection, on le fait sérieusement. On le fait avec la capacité de dire aux électeurs, choisissez-nous et vous avez un bulletin pour le faire. Je suis quand même épaté qu'il y ait plus de 10 listes, 15 listes pour lesquelles on n'aura aucun matériel de vote. C'est quand même un peu discutable. C'est juste 81 personnes qui se sont mises d'accord. Mais ce qui fait vivre la démocratie, mais qui pose quand même question quand on arrive à 38 listes au total. Le T de territoire, c'est quoi? C'est que vous voulez une Europe plus subsidiaire, plus proche des gens, moins bruxelloise? C'est l'idée qu'on arrête d'abord d'avoir une Europe qui se construit sans les peuples, pour dire les choses clairement. Aujourd'hui, vous avez l'impression que tout ce qui se décide en Europe vous échappe. La plupart de nos concitoyens, d'ailleurs, sont en train de se détourner de l'Europe et de se laisser, d'ailleurs, enfumer, il faut dire les choses comme elles sont, par M. Bardella et l'extrême droite, qui leur explique, vous voyez bien, vous n'avez pas la main dessus, donc autant s'en aller. Et nous, on sait, parce que nous sommes ces femmes, ces hommes qui sommes sur le terrain tous les jours, parce qu'on a des longues vies d'élus locaux, des longues vies de citoyens engagés dans nos territoires, que nos concitoyens ne sont pas anti-européens, mais ils ont envie qu'on leur parle d'une Europe qui soit celle du quotidien. Ils n'ont pas envie qu'on leur parle uniquement de grands sujets qui leur échappent. Quel est le poids, la possibilité de ma voisine d'agir aujourd'hui sur l'élargissement dans l'Union européenne? Très faible. Par contre, quand on lui explique qu'il faut renforcer l'Europe, quand on lui explique qu'il faut une Europe plus forte, mais qu'elle ne trouve pas d'amoxicilline et de paracétamol dans sa pharmacie, là, vous êtes dans le sujet. Et là, vous discutez avec elle de c'est quoi une Europe qui se renforce. Nous, on propose un Airbus du médicament, on a su faire des avions ensemble, on doit pouvoir faire des médicaments ensemble, et l'idée, c'est justement de parler de l'Europe que sur ce terrain-là, celui du quotidien. Et puis, il y a le thème de la laïcité. Nous avons reçu Juliette Méadel, votre 4e de liste, il y a quelques semaines. Elle donne une interview dans Franc-Tireur cette semaine sur le sujet. La laïcité, c'est important pour vous? C'est notre histoire d'abord. Au Parti radical de gauche, c'est notre histoire, puisque nous sommes l'émanation du Parti radical qui a fondé la République laïque en France. Mais c'est surtout important parce que dans les questions que posent nos concitoyens aujourd'hui, il y a celle de la lutte contre le fondamentalisme et, pour le nommer, celui qui aujourd'hui fait parler de lui pour ses dérives violentes, l'islamisme. Quand vous êtes face à cela, soit vous êtes la gauche qui fuit, la gauche qui ne veut pas voir, la gauche qui refuse d'affronter le problème, et finalement vous fabriquez du vote d'extrême droite parce que vous laissez à l'extrême droite le terrain libre pour discuter de ça et le faire évidemment de mauvaise manière. Soit vous dites, je suis cette gauche qui justement a le courage depuis toujours de dire que l'objet de la République, c'est l'émancipation. L'objet de la République, c'est la protection contre toutes les violences. L'objet de la République, c'est de protéger les femmes de la mainmise des religieux et des dogmes. Quand vous dites ça, vous commencez à répondre. Quand vous dites « nous sommes les seuls » à dire que nous sommes systématiquement aux côtés des enseignants, des principaux,
des proviseurs, chaque fois qu'il y a une remise en cause du système éducatif par celles et ceux qui portent un dogme d'isolement, d'extrémisme, eh bien, nous sommes pour que l'éducation nationale, l'État soit réellement présent, pas seulement dans les tweets du Premier ministre, mais vraiment présent pour qu'aucun principal, aucun proviseur ne démissionne dans ce pays à cause de cela. Nous sommes les seuls à gauche. Et je crois que nous faisons œuvre utile que de le rappeler. Alors, on voit bien que la position de la France insoumise, elle, c'est l'islamo-gauchisme, mais cette position laïque, cette résistance au dogme du religieux, vous ne l'entendez pas assez dans la bouche de Raphaël Glucksmann ? Et je l'entends nulle part. Aujourd'hui, je ne l'entends nulle part. Aujourd'hui, vous n'avez que des discours sirupeux. Vous avez des discours qui vous disent pour une Europe sociale, pour une Europe écologiste, pour une Europe... Alors, peut-être que d'accord sur les grands mots, mais quand ils sonnent creux, et surtout quand on n'en voit jamais la réalité, ça m'agace. Et puis, si vous voulez être clair sur ces questions, eh ben, vous ne passez aucun accord avec LFI, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Vous ne faites pas l'erreur de la NUPES. Quand même, moi je veux bien que je sois d'un parti qui a un peu d'expérience et qui se fait pas avoir facilement, mais je pensais que le Parti Socialiste avait un peu de recul. Alors je veux bien qu'il se soit trompé il y a 2 ans. Mais enfin, c'est une erreur manifeste et lourde. Mais surtout, vous ne persévérez pas dans l'erreur. Vous ne faites pas des discours à longueur de journée pour dire « Non, mais demain, on continue la NUPES sans M. Mélenchon ». Ça, c'est le totem. Il suffit de dire sans M. Mélenchon, comme si c'était le Parti Socialiste qui allait choisir qui est à la tête de la France Insoumise. Voilà, c'est quand même particulier comme approche. Mais on fera une NUPES 2 avec LFI, parce que dans LFI, paraît-il, quand j'écoute M. Glucksmann, quand j'écoute Mme Rafovitch, quand j'écoute le numéro 3 de la liste de M. Glucksmann, Pierre Jouvet, sont des gens qui vous expliquent qu'à LFI, il y a plein de gens bien. Bah, moi, je les cherche. Dans les responsables politiques, moi j'entends Madame Soudet. Dans les responsables politiques, j'entends Monsieur Caron. Dans les responsables politiques, j'entends Madame Obono. Vous me pardonnerez, mais je n'ai rien à faire avec ces gens-là. La NUPES, pour vous, est caduque ? Ou elle peut encore se racheter ? Non, mais la NUPES, pour moi, enfin, je n'ai jamais souhaité en faire partie. Ça ne va pas commencer demain si il y a toujours LFI dans les parages. Moi, je crois qu'aujourd'hui... le vrai sujet, c'est d'une union de la gauche qui soit capable de résister à l'extrême droite. Ça, c'est possible. Mais il le faut. Nous sommes dans un pays dans lequel l'extrême droite arrive aux portes du pouvoir. Les intentions de vote pour dimanche sont quand même catastrophiques. Dans ce pays des Lumières, ce pays de la République, quand on totalise les gauches, nous explique que l'extrême droite pourrait atteindre 40% au cumulé et que les gauches seraient larguées. Il est quand même temps de se réveiller. Moi, ça fait des mois et des années que j'appelle à une gauche responsable capable de se rassembler pour travailler ensemble. Mais ça ne peut pas se faire avec la France Insoumise. Donc, il faut rompre avec la France Insoumise. Nous n'y sommes jamais allés. Donc, nous sommes sereins sur ce point. Moi, j'aurais espéré, attendu, qu'aujourd'hui, il y ait une cohérence dans les propos des autres listes de gauche vis-à-vis de cela. Je note que nous sommes encore les seuls à dire clairement, et les filles, ni hier, ça, il n'y a que nous qui pouvons le dire, ni aujourd'hui, ni demain. Là encore, sur ce sujet-là, nous sommes les seuls à porter ce message clair. Vous ne craignez pas d'être victime de ce qu'on appelle un vote utile, c'est-à-dire que les électeurs de gauche qui pourraient aller vers vous se disent « Ah, on a quand même l'occasion de dépasser la liste macroniste avec Glucksmann, faut pas perdre des voix ». Je crois que le vote utile, d'abord, c'est le vote de conviction. Ensuite, je pense quand même que le vote utile, c'est d'avoir... Si nous faisons 5%, ça fait 5 députés européens qui n'étaient pas prévus d'un coup. 5 députés européens de gauche qui n'étaient pas prévus d'un coup et 5 députés européens de gauche clairs. Donc, je ne vois pas ce qu'on perd à voter pour notre liste. Et puis, ces 5 députés européens, s'ils sont pris, vous savez qu'ils sont pris à la proportionnelle, à un tour, ils sont pris sur les grandes listes. Ça veut dire que si on fait 5 députés européens demain, on en enlève quelques-uns, M. Bardella, et j'en suis ravi. Gabriel Attal et Emmanuel Macron volent à la rescousse de la liste de Valérie Ayé. Emmanuel Macron interview à la télé jeudi. Attal s'invite hier à une émission de radio. Ça vous semble déloyal, comme le dénonce par exemple François-Xavier Bellamy ? Moi, j'étais hier à la maison de la radio quand le Premier ministre a décidé de faire son show à la place de sa candidate. J'ai trouvé ça extrêmement gênant. Pour vous dire la vérité, j'étais sur place. J'ai trouvé ça extrêmement gênant pour Mme Ayer. C'était une opération SOS, quoi. Mais c'est pire que ça. C'est du mépris. Enfin, moi, si pendant que je vous parle là, un ancien dirigeant du PRG débarquait en disant « je suis venu vous saluer et ça tombe bien, je trouve que mon candidat est tellement pas bon que je vais vous parler à sa place. » Bah, pardon, mais je trouve que c'est déplacé à tous égards. Et puis on parle du Premier ministre de la France. On parle de quelqu'un qui est censé être le gardien, ou en tout cas le promoteur du respect des institutions, de la séparation des pouvoirs, de la démocratie. Enfin, je sais pas, il arrive un moment où quand même, à vouloir faire que de la politique spectacle, ben, on aboutit au résultat auquel on est aujourd'hui. Des Français qui massivement sont en train de dire soit je reste à la maison, soit je vote à l'extrême droite. C'est terrifiant d'avoir à ce point permis de crédibiliser l'extrême droite.
Le macronisme, c'est fini, où il y a une place encore dans ce pays pour une sorte de et en même temps où il y aurait des gens de gauche et des gens de droite qui se réunissent. Écoutez, moi, je peux comprendre qu'on ait cru dans le macronisme, ça n'était pas mon cas, mais je peux comprendre qu'on ait cru dans le macronisme comme étant un rempart contre l'extrême droite, une forme de bouffée d'oxygène démocratique, ce que beaucoup de gens ont cru à un moment. Mais enfin, les résultats sont là. Jamais l'extrême droite n'a été aussi haute dans ce pays. Il n'y a pas de rempart avec le macronisme. Il n'y a pas d'espoir avec le macronisme. Et donc, partant de là, aujourd'hui, le vrai sujet pour nous, pour tous ceux qui sont des démocrates, des républicains, c'est d'être au rendez-vous de l'histoire qui nous attend. Celui, non pas de faire un front républicain de plus qui se fissera pour empêcher Madame Le Pen. Notre sujet, c'est de bâtir une alternative, un espoir, une envie dans ce pays. Ça commencera au municipal de 2026, cette reconstruction ? Non, parce que les élections municipales ont un caractère local extrêmement fort. Vous aurez des compositions à géométrie variable en fonction des réalités de terrain. Donc le vrai sujet, c'est de ne pas attendre les municipales. C'est dès demain, après-demain, mais on devrait déjà y être. Ça fait des semaines qu'on nous explique que l'extrême droite pourrait gagner l'élection présidentielle en toute hypothèse. Et vous avez des gens qui continuent d'expliquer que leur sujet, c'est de savoir s'ils vont faire un puzzle avec la France insoumise, avec M. Mélenchon, sans M. Mélenchon. Enfin, est-ce que vous pensez vraiment que ça intéresse les Français ? Est-ce que vous pensez vraiment que dans ce moment, l'urgence absolue, c'est de se poser ce genre de questions au grand jour, matin, midi et soir ? Le Rassemblement national publie des affiches avec des gendarmes, des militaires qui disent moi je vote Bardella. C'est une atteinte au principe du devoir de réserve ? Oui, c'est la preuve que l'extrême droite ne sera jamais républicaine. Quand on est républicain, on sait que la gendarmerie dans ce pays est neutre, qu'elle est au service de la défense de la patrie. On l'entraîne pas dans une campagne. On sait que la police nationale est au service de l'ordre dans le pays, qu'elle n'appartient à aucune force politique. Il y a un petit côté à aimer les milices quand on fait ça. Quand on commence à considérer que les forces de l'ordre sont comment dire, à la main d'un dirigeant politique, qu'elles en partagent les valeurs, il n'y a plus vraiment de sécurité et d'ordre dans la République. Il y a des milices. C'est extrêmement inquiétant. Est-ce que le résultat de dimanche ne va pas dépendre aussi de plusieurs mois où le conflit israélo-palestinien s'est invité en France ? C'est le pari de Jean-Luc Mélenchon, qui a, depuis des semaines, avec Rima Hassan, avec un certain nombre d'acteurs politiques, décidé que le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit d'une immense violence et d'une immense tristesse pour tous ceux qui n'acceptent pas de voir mourir des innocents, des enfants, qui considèrent qu'aujourd'hui, il doit y avoir une solution de paix, mais de paix intelligente, construite, pas de paix qui nous conduise à raconter tout et n'importe quoi, à nier ce qu'est le Hamas, à faire comme s'il n'y avait plus d'otages. Enfin, on est aujourd'hui quand même dans une vision un peu, pardon, mais partiale et bisounours d'un certain nombre de gens à gauche. Il faut instaurer la paix, et j'en fais partie de ceux qui le défendent, une solution à deux États, mais ne pas hystériser ce débat en France. Enfin, aucun d'entre nous n'est allé mourir là-bas. Aucun d'entre nous n'a été égorgé là-bas. Aucun d'entre nous ne subit les bombes là-bas. Nous sommes censés être ceux qui pèsent pour une solution intelligente. Et moi, ce que je note, c'est que pendant que M. Mélenchon hystérise le débat, il y a une atonie, voire une incompétence du pouvoir en France et en Europe pour régulariser, amener à trouver une situation de paix dans ce territoire, et que c'est extrêmement préoccupant. Guillaume Lacroix, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve demain à 7h45. Votre invité sera l'avocate Rachel Fleur-Pardo, candidate aux élections européennes. Besoin d'Europe. Radio J, retrouve